Bonjour. Je vous propose d'enchaîner assez vite avec les pitchs moyen-métrage. 4 projets de fiction, un projet documentaire. Rapidement parce que j'ai été à leur place il y a 4 ans, donc je sais à quel point là ils sont impatients de monter sur scène. Et donc, pour ouvrir le bal, je vous propose d'accueillir Loïc Matos et sa pelle, et son projet Et d'Orient Creusé. Dorian, c'est un petit jeune qui a à peu près mon âge, la vingtaine, qui est un peu un loser, qui a des vêtements un peu trop grands pour lui et qui a un petit accent du Sud parce qu'il vit en banlieue pavillonnaire de Toulouse avec quelques amis, son petit frère, sa sœur et Emma, une fille avec laquelle on sent qu'il se tourne un petit peu autour. Souvent, ils vont un peu boire des coups dans leur village, ils traînent. Et ce soir-là, comme d'habitude, ils vont dans leur ancienne école primaire abandonnée. Ils traînent ensemble, boivent des coups. Et Dorian reçoit sur son téléphone un SMS de quelqu'un intitulé Boulot, avec des coordonnées GPS. Il est obligé de quitter ses amis très vite. Il prend sa voiture, 15-20 minutes de trajet, et il arrive dans une forêt. Il fait nuit, donc il n'y a aucune lumière. Donc de sa voiture, il sort une lampe torche et une pelle. Et là, il va suivre les coordonnées précises de son téléphone, arriver à l'endroit exact, déposer la lampe torche au sol et se mettre à creuser. Il creuse, ça se voit qu'il prend cœur à l'ouvrage, il sait le faire. C'est pas la première fois, il adore ça. Et il nous fait une sorte de grand trou, un beau trou. Et une fois qu'il a terminé, il s'en va. Il envoie juste un SMS à la personne qui lui a envoyé, c'est bon. En fait, ce Dorian, son travail, c'est de creuser des trous. Il le fait régulièrement, sauf qu'un jour, alors qu'il s'apprête à repartir, il ouvre sa voiture et il ne trouve plus sa pelle. Il panique absolue, c'est son outil de travail. Donc il appelle sa mère, il va voir son frère, il va à Leroy Merlin. Bonjour, est-ce que vous n'avez pas des pelles? Non, rupture de stock. Il se retrouve obligé d'acheter un petit transplantoir. Vous savez, c'est les sortes de petites pelles avec lesquelles on peut transvaser des fleurs ou des petites plantes. Donc il arrive déjà là-bas, il a 30 minutes de retard, il est là avec son petit outil nul. Donc il creuse, il fait tous les efforts possibles et imaginables. Mais évidemment, il n'arrive pas à le finir dans les temps. En plus, quelqu'un le grille, donc il se fait chasser. Et le lendemain, vu qu'il n'a pas réussi à faire le trou qu'il fallait, il se fait renvoyer. Voilà, c'est un boulot un peu ubérisé, sans contrat de travail, donc il peut être rejeté du jour au lendemain. Sauf que lui, en fait, il adore ce boulot. Il adore creuser des trous. Donc, il va dans sa chambre, il va sur son ordi, il va sur le site de la boîte et il essaye de trouver un contact à qui il peut parler, essayer de récupérer le travail. Donc il appelle différents services. Non, désolé monsieur, c'est pas le bon, vous devez aller au service employé, vous devez aller au service après-vente, vous devez aller, etc. Il se fait remballer de service en service et il finit enfin par obtenir une adresse mail. Bon, il envoie ce mail et il attend. 2, 3, 4 semaines, le canapé du salon commence à très bien connaître la forme de ses fesses. Il vit encore chez ses parents. Eux, ils en ont marre de le voir là, végéter. Et même lui, il n'a plus trop grand-chose à faire. Il a un peu perdu le sens de sa vie. Donc, il se dit, OK, je vais essayer de trouver quelqu'un en vrai, d'essayer de rencontrer une personne directement qui pourrait m'aider. Donc, il va aller dans Toulouse même. Il va aller au siège social de la boîte. Là-bas, rebelote. Il se fait renvoyer de service en service. On sent un peu l'ambiance kafkaïenne de cette boîte qui n'est pas là pour accueillir des gens. Et il se dit, OK, je vais essayer de trouver le responsable, le patron. Et là, il voit passer le mec un peu mieux habillé que tout le monde, le bon petit patron en costard. Il l'accoste. Moi, bonjour monsieur, en fait, j'adore mon boulot. Il y a eu un petit problème, je pense. J'ai été renvoyé un peu injustement. Je ferai tout pour le récupérer. J'adore ça. Il est presque à genoux devant lui. Sauf que ce patron, il lui dit, désolé, c'est pas moi non plus le responsable. C'est au-dessus, c'est à l'échelle nationale, c'est à l'échelle mondiale. Donc Dorian, il a fait tous les efforts. Il est dégoûté. Il rentre chez lui, la queue entre les jambes. Il s'allonge dans son jardin, il regarde le ciel et il sent comme ça le monde en train de peser sur lui. Il n'a plus aucune idée de quoi faire. Mais c'était sans compter sur Emma, donc son crush, qui finit un jour par lui dire « Ok Dorian, cet après-midi dans le village, j'ai vu un arabe Sofiane avec une pelle. Et je suis convaincu que ce mec, c'est le mec qui t'a volé ta pelle. » Dorian, il doute un peu, mais il se pose la question. Donc il va essayer de retrouver ce gars dans le village. Et il saute un peu sur lui de façon agressive. « Est-ce que tu peux me montrer ta pelle? Est-ce que tu peux me montrer ta pelle? C'est peut-être toi qui me l'as volée, donc est-ce que tu pourrais au moins me la montrer pour être sûr que c'est pas ce qui s'est passé ?» Bon, le pauvre Sofiane, il se sent un peu agressé, donc d'abord il recule, mais ensuite il finit par fuir. Et Dorian le poursuit. Maintenant que le gars a fui, il est convaincu, c'est lui qui lui a volé sa pelle, il n'y a plus aucun doute. Il finit par le retrouver, et cette fois-ci, il est encore plus agressif. Il lui saute dessus. Sauf que Sofiane, il ne se laisse pas faire. Il lui donne un gros coup de pelle dans les dents. Dorian se retrouve au sol, ensanglanté, il n'arrive plus à faire grand-chose.
Et alors qu'il est un peu en train de perdre conscience, il voit enfin l'appel de Sofiane et il se rend compte que c'était pas la sienne. Il n'avait rien volé du tout, il n'avait rien fait. Et le pauvre Sofiane, lui, par contre, il se retrouve avec un gars comme ça, allongé devant lui, un pauvre corps, il ne sait pas quoi faire. Donc il va appeler leur boîte, leur dire bon voilà, j'ai ce pauvre gars, je ne sais pas comment m'en occuper. La boîte va donc s'occuper de lui, envoyer des agents, récupérer son corps, le jeter dans un des trous que lui-même avait creusé et l'enterrer. Cet univers où des gens creusent des trous et sont payés pour ça peut vous sembler un peu abstrait, mais en fait récemment j'ai appris que pendant l'URSS, il y avait des gens comme ça qui étaient payés à creuser des trous et d'autres à les reboucher. Que pareil, récemment, pendant la crise en Irlande, il y a des gens qui ont construit des grandes routes qui menaient à nulle part, qui s'arrêtaient comme ça en plein milieu de la campagne. Et ces bullshit jobs qui existent encore aujourd'hui, ces boulots dont on a l'impression que si on s'arrêtait du jour au lendemain de travailler, ça ne changerait rien. Cette banlieue pavillonnaire dont moi je viens, celle de Toulouse précisément, tous les amis que j'ai qui sont restés là-bas, ils ont un peu cette sensation-là, cette sensation de s'affaisser, de servir à pas grand-chose, de chercher un but à leur vie. Et moi, cette classe moyenne française, j'ai très envie de la filmer. Déjà pour mettre un coup de projecteur à là d'où je viens, mais en plus parce que c'est un espace qui manque un peu de lumière, ou en tout cas qui est moins filmé que les autres dans le cinéma. Et ces pauvres gens qui se retrouvent donc à essayer de trouver un sens à leur vie, à lutter et à creuser à la recherche d'un sens, ils ne se rendent pas compte que, comme Dorian, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Merci. Oui, je trouve très intéressant cette symbolique du trou. On a l'impression d'un personnage qui n'arrive pas à faire son trou. Et également, on peut se demander s'il n'y a pas une allusion aussi au trou noir. Quelqu'un qui finalement est obsédé un petit peu par cette idée du trou, qui continue à creuser, et on se demande pourquoi, puisque aucun trou ne le satisfait finalement. Oui, il y a un peu de l'appel du vide aussi dans cette idée-là, d'être fasciné un peu par l'espace qui pourrait nous accueillir, qu'est-ce qui se passerait si on sautait. Tout à fait. Et puis ça me fait penser à l'expression être au trou, comme en prison. Absolument. Fait. Voilà. Merci, en tous les cas, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup. Non, je disais juste qu'il y avait un peu deux strates entre ce propos, je disais kafkaïen, pour aller vite, et puis quand même une réalité de racisme ordinaire sur, comme par hasard, c'est Sofiane qui aurait volé l'appel. Absolument. Mais il y a cette idée-là déjà d'abord le personnage est dans une sorte de lutte de classe, ou en tout cas va essayer de récupérer le patron, va essayer de récupérer son boulot, et échouant de ce côté-là, il va basculer un peu dans une lutte de race, parce qu'en plus ce projet m'est un peu venu aussi du fait que donc la banlieue pavillonnaire toulousaine dans laquelle j'avais grandi, où j'avais beaucoup d'amis, etc., récemment elle a basculé vers l'extrême droite. Du coup je me suis aussi posé la question de comment est-ce que cet endroit que j'ai connu, ces gens que j'ai connus, ils ont pu aller là-dedans. Est-ce qu'il y a dans la réalisation, est-ce que vous avez déjà des idées particulières de plans ou quelque chose comme ça ? J'avais beaucoup envie de jouer sur une sorte de rapport entre le gros plan et le plan large, notamment par le fait de creuser. Je trouve que c'est un geste qui, quand il est filmé de près, est assez rapide, erratique. On voit toute la terre bouger, la pelle en action. Et que dès qu'on le filme en plan large, on sent un peu la vacuité du geste. On voit juste quelqu'un répéter le truc. Et j'avais envie de jouer donc sur ces sortes d'accélération, décélération, déjà dans le rythme du film, mais aussi dans le montage, dans le filmage, par exemple. Ou d'autres, par exemple, j'avais aussi envie de jouer sur des idées de ligne de fuite et des sensations un peu, justement un peu kafkaïen d'espace qui, comme ça, partent vers le fond. Et on a du mal à savoir précisément où est-ce que ça va s'arrêter, si c'est vers l'infini ou s'il y a une sortie. Oui, bonjour. La présentation était très efficace et claire. Merci. J'ai une petite question sur la dimension un peu militante ou pas du film. Puisque le film a une sorte de quelque chose d'un peu satirique, mais dans quelle mesure, puisque vous parlez du propos politique, et notamment par rapport au fait que la petite banlieue pavillonnaire, les gens s'ennuient, après il y a le vote extrême droite, c'est très compliqué tout ça, mais qui monte, et du coup la lutte des classes, puis après plus ou moins la lutte des races. Mais par rapport à la dimension politique, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est important pour le projet, et dans quelle mesure, en fait, comment traiter la chose, parce que, je sais pas, moi je pense un peu au film politique de René Vauthier par exemple, et c'est quand même
très ambigu. En fait, c'est à la fois c'est des films politiques totalement ancrés à gauche et en même temps il y a une ligne politique, sur les personnages et les personnes et sur les comportements de gens qui en fait, je sais pas, seraient très bienveillants et se retrouvent être des êtres humains et être capables du mal tout autant que les autres. Donc il y a une complexité qui est quand même très particulière et qui du coup éclaire la difficulté, je dirais, du propos politique. Donc là, c'est un film un petit peu plus schématique et un peu plus archétypal. Mais du coup, dans quelle mesure ça s'articule et dans quelle mesure en fait vous allez du côté de la surenchère un peu archétypale ou dans quelle mesure vous voulez insuffler une légère complexité qu'on pourrait supposer, je sais pas, dans des dialogues ou dans quelque chose qui va aller un peu contrebalancer en fait le propos que vous tenez ou qui va aller le rendre un petit peu plus ambigu ou pas. Voilà, c'était ça ma question. Déjà, dans un premier temps, je considère pas mon film comme un film militant. Ce que je vous ai pitché, c'est à peu près ce qui est dans le scénario, donc j'ai envie de m'en tenir à ça en termes de forme politique, c'est-à-dire que le film va parler de lui-même, et en effet, c'est présent, mais ça va pas non plus crier dans les chaumières son sujet. Dans un deuxième temps, malheureusement, je connais pas les films de René Gauthier, mais il y a une idée, en effet, peut-être d'ambiguïté dans la mesure où on va les suivre, ces personnages, et on va les apprécier, et on va tenir à eux, et on va voir en fait ce pauvre Dorian auquel on s'attache, auquel on voit la relation en fait un peu avec l'autre fille. Enfin, on aime bien le suivre et en même temps on sent ce côté désarçonnant, et c'est là que le côté satirique, cette inspiration que j'ai de Kafka sert aussi. C'est que en fait il y a une friction entre une forme de réalisme et de réel, donc cet espace, la banlieue pavillonnaire, la classe moyenne française, et cette absurdité du trou qui permet un peu de prendre une distance avec le sujet. Merci. Merci à vous. Et si jamais, je n'ai pas encore de producteur. Voilà.